Bienvenue dans cette émission du 3 juin 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce au soutien de mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Petit changement de thème pour cette semaine, j'avais annoncé une série consacrée aux sujets qui fâchent et qu'on me reproche parfois de ne pas aborder, comme l'oxyde de graphène, le SARS-CoV-2 en tant qu'arme biologique ou les chemtrails. Alors c'est repoussé d'une semaine, je les traiterai, n'ayez crainte, je ne me défilerai pas, mais il y a effectivement un ensemble d'actualités très importantes dans une diversité de domaines qui me pousse à vous proposer cette semaine une synthèse de revue d'actualité autour de ces différents sujets. Et commençons par le Covid, et oui, encore une fois, parce que la scène bouge énormément. D'abord, il y a eu à Genève, comme vous le savez, en fin de semaine passée, l'Assemblée mondiale de la santé qui n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le projet de traité pandémie proposé par Tedros et les groupes mafieux qui l'ont installé dans la position qu'il occupe, mais par un coup de théâtre de dernière minute, de façon totalement contraire aux règles de procédure, en changeant les règles de procédure d'une manière qui était tout à fait anormale, eh bien, il a été malgré tout accepté d'accorder un délai supplémentaire d'1 année pour parvenir à un accord, sachant que par ailleurs, un ensemble de dispositions hautement problématiques de ce traité sont en train de se réinfiltrer par le biais d'amendements dans le règlement sanitaire international, c'est dire si nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il y a eu dans le même temps à Genève une grande manifestation qui a réuni des orateurs provenant du monde entier pour protester contre ce projet de dictature sanitaire mondiale, car c'est bel et bien ce dont il s'agit, et je remercie et salue les collectifs suisses, Michel Caillé pour le mouvement fédératif roman et Delphine Héritier-Barros pour Réinfo Santé Suisse qui ont participé et énormément œuvré pour le succès de cette manifestation. Alors, comment cela a-t-il été présenté par, on ne peut plus même parler de médias ou de presse, par l'officine de propagande d'État à la radio-télévision suisse? Eh bien, nous allons faire un rapide détour par ce coin de territoire. Dans un climat tendu, les pays de l'OMS prolongent les négociations sur un traité commun sur les pandémies. Pourquoi tendu? Parce qu'environ 500 personnes s'étaient rassemblées sur la place des Nations pour appeler au démantèlement de l'OMS. Et dans des reportages tendancieux comme ils savent le faire, la radio-télévision suisse a bien expliqué que s'il y avait malgré tout quelques altermondialistes et des gens soucieux pour les libertés, ils se sont retrouvés parmi les complotistes, les extrémistes de droite qui font leur foin de ce genre de raout, et notamment donnant la parole à l'inénarrable Pascal Wagner-Egger. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le Tristan Mendès-France suisse. Il est obsessionnel lui aussi, son taf dans la vie, c'est d'être complotiste par rapport aux complotistes. Et donc d'imaginer en permanence que les complotistes complotent pour induire les gens en erreur. Et tout ceci avec une médiocrité intellectuelle, une morgue. Et on voit que le casting, en fait, est extraordinairement proche d'un pays à l'autre. Nous viendrons à l'explication dans un moment. Donc pour vous donner une idée de la prose de ce monsieur, ou plus exactement de son idéologie, une citation: « Le complotisme se base sur un fond de vérité, tout petit fond. Mais il fait le saut vers l'idée que tout est corrompu. » Eh oui, M. Wagner-Egger n'a jamais entendu parler de la corruption systémique. Il pourrait lire les productions de l'université de Harvard qui expliquent que tout est corrompu. Donc les complotistes croient que tout est faux. Eh oui, de 80 à 90% de ce qui est publié dans la littérature médicale scientifique à l'heure actuelle est faux. Tout est dictature. Mais oui, quand on viole les droits fondamentaux des gens, M. Wagner-Egger, c'est une dictature. C'est une exagération sans preuve. Non, ce qui est sans preuve, c'est de se prétendre être un universitaire et un intellectuel et d'être capable de nier la réalité à ce point. Cela dit, la RTS avait préparé un double effet qui se coule. Il y avait Wagner-Egger, mais il est partout, donc c'est un peu l'incontournable, hein, le Tristan Mendès-France local. Mais après, en donnant la parole à Public Eye. Alors là, c'est une autre paire de manches. Public Eye est une ONG extrêmement respectée qui s'appelait la Déclaration de Berne précédemment, qui est issue d'un courant de gauche et chrétien social et qui s'est vraiment taillé une belle réputation méritée dans la dénonciation de la corruption telle qu'elle se manifeste dans tous les domaines de la vie économique et notamment dans les relations nord-sud.
Et Publicae avait notamment publié il y a quelques années une excellente brochure, Big Pharma, le profit à tout prix, dont je me suis beaucoup inspiré pour débunker une émission complètement malhonnête de Rudi Reichstadt. Or voilà qu'interrogé par la RTS, le spécialiste responsable de la politique de santé pour Publicae vient nous expliquer que non, contrairement à ce que disent les complotistes, il n'est pas du tout question que l'OMS s'arroge des pouvoirs supranationaux. Ah tiens, même la Grande-Bretagne s'est opposée à l'accord pour ce motif. C'est pour ça que l'essentiel des pays ont mis le pied au mur. Mais non, pour M. Durich, cela n'existe pas. Ça, c'est une invention de complotistes. Par contre, le problème, c'est que... Alors oui, il y a un problème avec les pharmas, c'est que comme ils veulent vendre leurs vaccins à prix fort, cela prive les pays du tiers-monde d'un juste et équitable accès aux vaccins. Voilà le seul problème que voit M. Durich dans ce qui est en cours. Et en d'autres termes, le spécialiste de Publicae ignore la fraude scientifique à l'appui des études Pfizer. Il ignore la corruption au sein de la Commission européenne et dans tous nos États avec ses contrats obscurs, caviardés, magouillés sous la table, au mépris de toute transparence. Il ignore le fait que les effets indésirables ont été totalement sous-évalués. Il ignore que toutes les conditions normales pour accréditer une injection génique et un vaccin en urgence ont été violées. Il ignore que le droit de la santé a été violé de manière systématique. Il ignore que le consentement libre et éclairé des citoyens injectés a lui aussi été bafoué. Non, le seul problème qu'il voit, c'est qu'on a été très injuste avec les pays du tiers-monde en refusant de faciliter l'obtention de cette daube qu'ils auraient eu eux aussi à injecter à leur population. Alors là, on hallucine des bananes, excusez-moi. Et bien sûr que je ne peux pas imaginer une seconde que Publicae soit corrompu. Enfin, tout est achetable en ce bas monde, paraît-il, mais ce qui est beaucoup plus probable, c'est que c'est précisément ce courant de gauche qui a été totalement mené en bateau par des stratégies d'ingénierie sociale extrêmement efficaces, et donc qui aujourd'hui est le principal soutien et le principal levier d'action du globalo-fascisme. On le voit au Brésil, où Lula a rendu obligatoire de multi-injections, y compris chez les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, et c'est ce courant-là que représentent ces gens, qui s'illusionnent encore dans le fait qu'ils sont en train de défendre la même cause, alors qu'en fait, ils sont en train de servir la cause de ceux qu'ils prétendent dénoncer. Alors, évidemment que je n'invente rien, toute la démonstration de ce que j'avance figure dans mon livre « La fabrication du désastre », où je montre comment tout ça est organisé depuis plus de 20 ans, a été méticuleusement mis en œuvre, et précisément avec une similitude de moyens. C'est-à-dire qu'on voit que le casting est pratiquement le même dans chaque pays. Donc dans chaque pays, vous avez un Pascal Wagner-Egger, un Tristan Mendès-France ou un Rudi Reichstadt. Vous avez des universitaires qui harcèlent et qui persécutent les gens qui font de la vraie science ou qui apportent de la bonne information. Et tout cela a été répété au long des années. Au cours des 10 années écoulées, il y a eu des exercices à répétition menés par l'OMS, le World Economic Forum, Anthony Fauci, l'Institut Johns Hopkins, le département militaire américain, la CIA, les groupes de médias, pour imposer à la population la croyance qu'il fallait imposer des confinements partout et attendre le vaccin salvateur, mais également de disqualifier de manière préventive le discours de tous ceux qui s'attacheraient à rappeler que ce n'est pas exactement comme cela qu'il était prévu de gérer une épidémie. Alors, un exemple parmi tant d'autres, Amélie Ismaili vient de révéler que Check News, qui est donc l'officine de propagande de Libération, dont on connaît les liens avec la CIA et le Mossad accessoirement, eh bien, dans sa déclaration d'intention, dans sa description, Check News affirme qu'il ne touche aucun financement de puissance étrangère ou de parti politique. Quand vous savez que le directeur de la rédaction est un ancien des services secrets israéliens, ça fait déjà un peu marrer, et que Patrick Drahi, l'oligarque véreux qui a été à la tête de tout ça, mais qui est obligé de brader ses propriétés tellement il s'est endetté, il a en fait construit son empire sur une montagne de dettes, ça fait rigoler. Mais quand en plus on découvre que Check News a reçu des financements de la fondation Bill et Melinda Gates, de Google, qui a été créée par la CIA, qui est la principale arme numérique de la CIA à l'heure actuelle, par Facebook et Meta,
dont des tribunaux aux États-Unis ont révélé qu'ils avaient été infiltrés par le FBI, la CIA et la Maison-Blanche pour censurer l'opinion de scientifiques produisant de la vraie science qui contredisait la magouille, vous voyez effectivement où on en est aujourd'hui. Alors un autre sujet de première importance est celui de la nouvelle comparution, une de plus me direz-vous, d'Anthony Fauci aux États-Unis. Voilà comment Myriam Palomba, que je salue, résume la situation. Ce sale type, et c'est très gentil, croyez-moi, a avoué qu'il a masqué nos gamins sans étude concrète de l'utilité de ces muselières. Il a imposé des mesures absurdes, un pseudo-vaccin, et la France a suivi bêtement. Comme les autres responsables, il doit finir en prison. Et donc le docteur Fauci, qui est accusé d'avoir menti sous serment, vient d'admettre qu'il avait inventé les règles du Covid, y compris la distanciation sociale. Il n'y a aucune science à l'appui de la distanciation sociale, pas plus qu'il y en a pour le port du masque en population générale et a fortiori sur les enfants. Donc oui, il vient de reconnaître l'inefficacité de toutes ces différentes règles. Extraordinaire quand même. Et puis il dit oui, on ne sait pas d'où c'est sorti, mais tout d'un coup c'était là. Fous-toi de ma gueule, Anthony. Parce que la réalité, bien sûr, c'est que tout ça a été une pièce maîtresse pour générer la psychopandémie, pour faire croire à la population qu'elle était en danger de mort. Si vous dites, si vous approchez à moins de 2 mètres de quiconque, vous risquez de mourir, et vous devez absolument vous protéger par des masques, alors qu'il sait pertinemment que ces deux informations sont fausses, ce n'est pas une idée dont on ne sait pas d'où elle est sortie, mais qui tout d'un coup a pris sens. C'est évidemment une pièce maîtresse d'un plan, et c'est ça qui est en discussion actuellement devant une commission du Congrès, et je rappelle que les commissions parlementaires aux États-Unis sont autrement moins de la commedia dell'arte, de la bouffonnerie, de la pantalonnade, qu'elles le sont dans nos différents pays européens. Et puis un autre sujet, évidemment, qui est sur la table, c'est qu'on sait que, contrairement à ce qu'il avait affirmé sous serment, Anthony Fauci a continué à financer des expériences de gain de fonction dont est sorti le SARS-CoV-2, avec tous les dégâts que ça a commis. Et de manière très amusante, d'ailleurs, un ancien adjoint de Fauci a révélé qu'ils avaient créé un canal de communication séparé pour éviter que leurs échanges d'emails ne tombent sous le coup des lois sur la transparence de l'information, et que c'est par ce canal dérivé qu'ils ont pu échanger la réalité sur le fait qu'ils avaient été à l'origine du SARS-CoV-2. Alors notre cher Tiffaine Pinsol disait « Aujourd'hui c'est lundi, c'est pas ravioli, c'est Fauci au barbecue, ça va être croustillant ». Et effectivement, l'audition a été quelque peu vigoureuse. Le président a ouvert l'audience en disant « Les Américains ont été agressés, humiliés et réduits au silence pour avoir simplement remis en question ou débattu de questions telles que la distanciation sociale, les masques, les vaccins ou les origines du Covid. » Oui, chez nous aussi. Et par exemple, quand M. Wagner-Egger a expliqué qu'il était dangereux de croire que le SARS-CoV-2 avait pu s'échapper d'un laboratoire. La répression du débat d'idées, c'est exactement en face de quoi nous avons été. Et comme le relève le docteur Guillaume Baruch, le plus grave, ce n'est pas qu'un vieux monsieur de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pas seulement un vieux monsieur, c'est un vieux sadique, psychopathe qui trempe dans toute la corruption la plus grave. Mais est improvisé des mesures aberrantes comme distancier et masquer les enfants, mais que les autorités, les médias et les scientifiques autorisés chez nous, dont monsieur Wagner-Egger et d'autres, les suivis dans ce délire. Et donc l'audition a eu lieu ce matin. Alors Fauci a 2 ou 3 stratégies de base, comme tous les manipulateurs pervers. La première, c'est d'être extrêmement intimidant et arrogant, comme lorsqu'il avait envoyé le sénateur Rand Paul dans les Roses en disant « Vous ne comprenez rien à la science, je suis la science, il n'y a jamais eu de gain de fonction ». Une autre, c'est de ne pas se souvenir. Dans certaines auditions, notamment devant des tribunaux, il a eu jusqu'à 140 pertes de mémoire. Donc on lui montrait des emails qu'il avait envoyés, il disait « Oui, mais je ne me souviens plus. Je gère tellement d'affaires. Ah non, je ne me souviens plus. » Donc il est amnésique selon les circonstances. Et puis récemment, il se pose même en victime et se montre terriblement touché et affecté par toutes les attaques dont il est l'objet. Enfin là, on est vraiment au cœur
de la noirceur la plus forte. Alors, les conclusions de l'audition, je vous apprends rien, le Dr Fauci a confirmé que la recommandation de distanciation sociale de 2 mètres promue par les autorités sanitaires fédérales n'était probablement pas fondée sur des données scientifiques. Non, elle n'était pas. Il a déclaré que cette recommandation était en quelque sorte apparue de nulle part, fort commodément. Je rappelle que ça a été pratiqué pendant 15 ans dans des exercices. Il ne s'est pas souvenu des informations et des conversations du Covid-19 relatifs aux enquêtes de la sous-commission à plus de 100 reprises. Bon, ça a déjà été plus. Il a déclaré qu'il avait approuvé toutes les subventions étrangères et nationales de financement par son office sans avoir personnellement examiné les propositions. Quand il y a eu des demandes pour reprendre les expériences de gain de fonction à Wuhan, il a signé sans regarder, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Le canal détourné par lequel la vérité se manifeste dit évidemment complètement le contraire. Il a tout de même reconnu que l'hypothèse de la fuite du laboratoire n'était pas une théorie du complot. Mais cela intervient près de 4 ans après qu'il ait suscité la publication de différents articles, dont un intitulé « Origine proximale », qui réfutaient fermement l'hypothèse de la fuite de laboratoire et traitaient de complotistes ceux qui osaient l'envisager, comme M. Wagner-Egger. Voyez comme le monde est bien fait. Et le Dr Fauci a finalement admis que les obligations vaccinales imposées par les États-Unis, qu'il a encouragées depuis sa position de conseiller de la Maison-Blanche, pourraient accroître l'hésitation à l'égard des vaccins à l'avenir. Tu parles. Tous les gens qui ne sont pas bêtes au point de croire tout ce que disent des médias comme la RTS ou les médias mainstream, publics ou privés, ont bien compris que s'il y a des gens à qui vous ne pouvez plus faire confiance aucunement, ce sont ceux dont nous parlons. Alors voilà pour les États-Unis. Et puis on a l'équivalent en quelque sorte en France, où la fameuse commission parlementaire en charge d'évaluer les effets secondaires des vaccins vient de publier un rapport, alors tenez-vous bien, qui aboutit à déclarer le grave danger de la désinformation scientifique et sanitaire, la qualifiant d'enjeu démocratique. Ah, on croirait entendre du Rudi Weistadt, et surtout en osant affirmer que le vaccin a sauvé 200 000 vies en France. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Alors évidemment que Conspiracy Watch a embouché les trompettes, et dès que Conspiracy Watch se manifeste, on comprend d'où le vent souffle. Et donc en disant voilà que ça a été extraordinairement salvateur, ça a réduit le taux de mortalité de la Covid-19 de 55%. Par contre, il y a des choses à améliorer, et notamment la communication scientifique, pour qu'elle soit fiable, pour qu'il n'y ait que la doxa qui transite à travers elle. Former les professionnels de santé pour qu'ils soient des perroquets qui ne fassent que répéter la doxa. Mettre en place des politiques éducatives pour former tout le monde à la doxa. Ils disent, et le sens critique à l'égard des médias et de l'information. Là, franchement, vous poussez un peu le bouchon. Bien sûr, surveiller les réseaux sociaux et puis sanctionner lourdement les dérives. Alors, réaction immédiate de Vincent Pavant, évidemment que je seconde entièrement, pauvre idiot, il s'adresse au rapporteur de la commission, le papier que vous citez dit qu'il y a eu 160 000 vies sauvées, mais le principe de cet article, et comme tous les autres précédemment, c'est purement tautologique. Si on suppose que le vaccin sauve des vies, alors on arrive à la conclusion qu'il sauve des vies. Et si on suppose qu'il sauve tel pourcentage de vies, mais c'est une pathétique imposture. Fred Stalder résume cela avec son sens de la synthèse. Le plan, il est très simple. 1. Construire un modèle mathématique qui prédit une hécatombe, 500 000 morts si on n'avait rien fait en France. Oui, en Suède, on n'a rien fait de ce qu'on a fait en France, mais ils ont eu des résultats bien meilleurs qu'en France. 2. Faire du grand n'importe quoi, on l'a vu hélas. 3. Prétendre que le grand n'importe quoi a permis d'éviter l'hécatombe. Ah, c'est simple la vie chez ces gens-là. Et malgré les confirmations innombrables de la réalité, rien ne passe, c'est le mensonge à répétition, et là on est dans un degré à nouveau de prostitution et de trahison de l'intérêt public qui est juste extraordinaire. Et qui après est inépuisable. Par exemple, la note de confiance financière de la France vient d'être rétrogradée suite à la gestion désastreuse du gouvernement, mais d'après Bruno Le Maire, il estime avoir lui-même sauvé l'économie française.
en expliquant « Il y avait une terrible pandémie et j'ai sauvé l'économie ». Sauf que la Suède, qui n'a pas impliqué tout ce qui a flingué l'économie française, n'a pas eu plus de dégâts avec le Covid et n'a pas enfoncé son économie. Mais ça, c'est à des années-lumière. Et M. Paul-Antoine Martin, qui est un très fin observateur, qui a écrit un livre remarquable sur le pourrissement des élites, entre guillemets, françaises, commande, je crois, de très juste manière, voilà le type le plus hallucinant qui soit. Enfin, il fait partie des quelques plus hallucinants, il y en a quelques-uns par les temps qui courent. L'apparatchik français dans sa pureté la plus parfaite, l'énarque dans toute sa splendeur. Indéboulonnable, incompétent à son poste, menteur comme un arracheur de dents, accumulant les mauvaises décisions ou les déclarations qui lui valent la moquerie planétaire. Mais le voilà qui, du haut de son arrogance, s'écrie qu'il a sauvé l'économie française le jour même où une agence de notation dégrade la note de confiance de la France. Ces individus qui se prennent pour l'élite française sont la plus grande tragédie de notre pays. Jamais la moindre remise en question, jamais la moindre once d'humilité, ils sont les plus grands parasites que compte notre pays. Comme disait Bernados, on ne refera pas la France par l'élite, mais par la base. Et ça, évidemment que c'est la malhonnêteté systémique, meurtrière, globalo-fasciste, planétaire, imposée par tous les relais que je décode et décrypte et identifie méticuleusement à votre intention. Alors, par exemple, Peter Gotche, qui est un immense observateur des données médicales, revenant sur le rapport comparable des académies nationales scientifiques des États-Unis sur les effets néfastes des injections géniques, conclut leur étude de 336 pages est erronée. Elles ont menti sur les conflits d'intérêts des auteurs du rapport, ben tiens, et dénaturé une étude très importante sur les effets néfastes des vaccins. Vous savez que Pfizer avait essayé d'obtenir 75 ans de secret absolu sur les données des expériences qu'ils ont menées. Heureusement, des groupes citoyens ont réussi à faire en sorte qu'un juge du Texas, le juge Pittman, donne tort à Pfizer et à la FDA qui soutenait cette absurdité. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Que, effectivement, 1223 décès en 10 semaines pour les 42 000 participants. Bravo, belle efficacité. Et Pandantag, pendant ta gueule, conclut, salaud d'antivax, ils lisent les documents. Et oui, ce que ne font pas tous les autres. Et c'est bien ça la clé de l'affaire. Vous le savez, je le sais, c'est que la corruption est généralisée et que tous les pitres, les bouffons, les sbires qui viennent nous induire en erreur ne sont que les serviteurs complices et véreux de toute cette magouille. Alors, il faut savoir aussi que le professeur Christian Perron et Martine Vonner ont été acquittés des accusations de diffamation que Karine Lacombe avait portées contre eux. Donc là, en termes d'inversion accusatoire, c'est extraordinaire. Karine Lacombe qui a menti comme un arracheur de dents, qui n'a fait que servir la soupe aux pires magouilles, qui n'a fait que promouvoir des remèdes toxiques en flinguant ceux qui pouvaient avoir une efficacité, attaquait Pierre Barnerias, Christian Perron et Martine Vonner pour l'avoir diffamé. En fait, le seul qui a eu une condamnation, c'est Pierre Barnerias, et j'en suis bien malheureux, parce qu'il avait commis une erreur de 10% dans les montants touchés par Madame Lacombe de l'industrie pharmaceutique, qu'il avait évalué à 220 000 euros, alors qu'il s'agissait de 200 000 euros. Et il a été condamné pour ça. Mais sur tous les autres chefs, ils ont été relaxés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diffamation dans le contenu du film Hold Up. Et voilà ce que le professeur Éric Chabrière a révélé dans la foulée en se penchant sur les chiffres qui sont accessibles. Les journalistes ou les pseudo-universitaires pourraient aller chercher ces documents-là. Qu'il y a eu presque 10 milliards d'euros versés au monde médical français par les entreprises pharmaceutiques. Évidemment que ça n'est pas tombé dans des poches anonymes et qui n'avaient rien à voir avec ce que nous avons vécu. 10 milliards d'euros. Voilà le coût des sociétés médicales et des scientifiques français. Les entreprises pharmaceutiques ont payé 3,3 millions aux influenceurs français. Ceux que vous voyez se précipiter sur les plateaux, ceux qu'on voit partout comme M. Wagner-Egger et d'autres. Et 456 millions à la presse et aux médias.
Voilà le prix de la désinformation, de la trahison de leur éthique, de leur déontologie, de leur responsabilité vis-à-vis de la population, des médias. Et effectivement, on comprend mieux la motivation des trolls Twitter et des fake-checkers. Alors pourquoi est-ce que c'est important de revenir encore et encore là-dessus? Eh bien, parce qu'évidemment que la suite est dans le pipeline. Donc vous avez entendu parler de la grippe aviaire aux États-Unis. Une nouvelle injection génique expérimentale contre le virus de la grippe aviaire est dans le pipeline. On va le proposer comme soi-disant vaccin aux personnes âgées de plus de 60 ans. Et comme le révèle l'activiste Liz Churchill, ne marchez pas dans la combine. C'est la guerre biologique qui est en train de se poursuivre. Alors tout ce que je vous ai présenté là est décrit, détaillé, bien sûr, avec l'explication globale dans mes 2 livres, Autopsie d'un désastre, qui fait le bilan du désastre, et La fabrication, qui montre comment cela a été méticuleusement construit. Je vous rappelle également qu'il y a plus de 40 émissions que j'ai produites dans le cadre de cette chaîne, dans la série Covid non censurée, où j'ai passé en revue toutes les différentes facettes de cette question, à la fois la gravité de la pandémie, l'histoire des vagues et des cas, la surcharge des hôpitaux, quelle gravité, mais après toutes les questions secondaires, l'efficacité des confinements, des masques, les dégâts économiques, la privation et l'abandon de soins, l'assassinat des personnes âgées, comment on en est arrivé là, la corruption médicale, la corruption des agences de santé, la corruption de la recherche, la corruption générale dans le secteur de la santé, le complexe industriel de la censure, le retour de la censure, la soi-disant fabrication d'un consensus scientifique, questionner le fait que des gens comme Bill Gates est un bienfaiteur ou un ennemi public, le rôle d'Anthony Fauci, le rôle de la Chine. Enfin voilà, je vais au fond de toutes les questions qui se posent d'ingénierie sociale, de fabrique du totalitarisme, en posant la question, mais qui sont les coupables de cette affaire? S'agit-il d'une opération criminelle ou d'un coup d'État mondial, ou les deux à la fois? Je vous rappelle que l'entier de ces émissions est disponible sur la chaîne dédiée Covid non censurée sur le canal Odyssée. L'intérêt, c'est que vous pouvez télécharger tous les différents épisodes et les rediffuser à partir de là. Et donc, je vous encourage à le faire très largement. Tout au long de ce mois, je lance un appel à soutien pour cette chaîne. Vous trouverez tous les détails sur mon site jdmichel.tv. Je rappelle que mon modèle économique, étant donné que si on réserve les contenus aux abonnés, forcément qu'on réduit énormément le nombre de personnes qui vont y être exposées, c'est au contraire de solliciter un soutien de la part de plein de gens pour que je puisse diffuser le plus largement les contenus que je produis et qu'ils soient susceptibles de rejoindre le plus de gens possible. Donc si vous avez envie de m'encourager dans cet effort, si vous appréciez les contenus de cette chaîne, vous pouvez faire une donation à partir de 5 € ou souscrire un abonnement mensuel à partir de 1 € par mois avec différentes formules. Et puis si financièrement ça n'est pas possible pour vous, à ce moment-là, n'hésitez pas à partager les contenus. C'est aussi une contribution, c'est aussi du soutien. Mais on voit bien que face à l'immensité du mensonge et la perversité absolue de ceux qui le portent, nous devons ne relâcher nos efforts à aucun prix. Et c'est maintenant que la partie se joue à bien des égards. Je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres épisodes sur d'autres facettes non covidiennes de la crise en cours. Merci, à demain.